Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, c'est Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, comment allez-vous ? Écoutez, j'allais dire fort bien, puisque tous les sujets que nous avons traités, en particulier à la Deutsche Bank depuis des années maintenant, voilà, nous y sommes. Puisque la Deutsche Bank a procédé, et Dieu seul sait si la Deutsche Bank a licencié depuis 2008, mais c'était à coût de 3 000, 4 000, etc. Et là, ça a été brutal, c'était des scènes genre Lehman Brothers, ça se passe en ce moment même, en Allemagne, oui, en Allemagne, aujourd'hui. Non, mais pas qu'en Allemagne, à Londres, Singapour, Hong Kong, partout, dans tous les pays où il y a des bureaux de la Deutsche Bank, c'est 18 000 personnes jetées à la rue. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le tour de force de la DRH. Envoyer 18 000 lettres recommandées. C'est déjà rien qu'en lettres recommandées, ils en ont déjà pour quelques millions, quoi. Oui. Non, mais c'est complètement fou. Ce n'est pas faute que vous l'ayez annoncé. Ah, mais la presse fait semblant de le découvrir. La presse française, vendue intégralement aux banques, a observé un silence radio total ou quasiment total sur des petites liquidités. D'ailleurs, un lecteur m'a rapporté que sur BFM, oui, mais Deutsche Bank, ça va être sauvé par l'État. Mais bien sûr, je veux dire, l'argent des impôts des gens va servir à sauver des banquiers. Non, c'est un vrai problème, là. Ça, c'était le modèle 2008. Exactement. C'est plus le modèle aujourd'hui. On a sauvé aujourd'hui. les banques avec l'argent des contribuables, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'argent de contribuables. Donc, on va prendre... C'est impossible de refaire l'opération de sauvetage des banques de 2008-2009, comme l'avait fait Sarkozy, par exemple. C'était 10% du PIB européen a servi à sauver les banques en 2008-2009. 10% du absolument, PIB. Des centaines énorme. de milliards. C'est considérable. Pris de l'argent des impôts, c'est tout. Les hôpitaux en moins, des routes en moins, je ne le répéterai jamais assez. Des écoles, des crèches, des EHPAD, etc. Qui ont été supprimés. D'ailleurs, toute la suppression de tous les postes, gendarmerie, etc., casernes, hôpitaux, crèches dans toute la France, c'est remercier l'argent que Sarkozy a pris pour sauver les banques. Oui. C'est très important de comprendre ça. Alors, ceci se passe en Allemagne. En ce moment même, à l'heure où on se parle. Juillet 18 2019. 000 personnes. Voilà. Et c'est la Deutsche Bank qui avait des engagements sur des produits dérivés extrêmement toxiques. Les CDS. Les crédits des faux swaps de Blight Masters. Blight Masters, sur lequel vous avez écrit, mon cher Pierre, un livre prémonitoire aussi. Absolument. Et savez-vous ce qu'elle est devenue, cette chère dame ? Eh bien, écoutez, depuis que son trader a reconnu au FBI qu'elle l'avait chargé de truander le cours de l'or et de l'argent, du jour au lendemain, Blight Masters a démissionné de son... Je crois qu'on en a déjà parlé une fois. Elle a démissionné de sa société Digital Asset Holdings. Et elle a totalement disparu de la circulation. Ça s'est passé au mois de mars. Je l'ai retrouvée, la voici. Je l'ai retrouvée dans ce livre d'un de mes invités. Elle est conseillère pour le data en Suisse. Oui, elle conseille, mais parce que son entité... L'entité qu'elle présidait, la JP Morgan, c'est-à-dire tout ce qui était matières premières, a été vendue à une société qui est installée en Suisse. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, elle était persuadée d'ailleurs qu'elle allait rejoindre donc bon, c'est normal qu'elle conseille, mais enfin bon, elle le fait vraiment en toute discrétion. C'est très étrange. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a... je pense qu'elle a peur. Je pense qu'elle a peur parce que Donald Trump... il veut sa peau. C'est pas qu'il veut sa peau, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, Trump est beaucoup plus dur avec les banquiers, alors que Obama a passé l'éponge, c'était le complice des banquiers. Aucun banquier n'a été mis en prison, je le rappelle, le responsable de la crise. Alors, revenons à la Deutsche Bank, et pourquoi est-ce que nous parlons de Blight Masters ? Parce que c'est elle qui a inventé le fameux produit CDS, sur lequel vous avez écrit un livre, et ces CDS étaient bourrés dans le bilan de la Deutsche Bank, laquelle maintenant... L'engagement notionnel, on appelle ça comme ça, l'engagement notionnel de la Deutsche Bank sur les crédits des faux swaps, qui sont une sorte d'assurance sur les impayés, on va dire ça comme ça. Voilà, leur engagement sur des impayés éventuels, c'est de l'ordre, alors les chiffres varient, certains disent 20 trilliards, d'autres disent 40, bon, peu importe, en tout cas même à 2 milliards, à 2 trilliards, c'est déjà le PIB d'un pays moyen, quoi, d'un petit pays, c'est complètement fou. Donc la Deutsche Bank saute
toutes les banques sautent. Voilà. Donc la Deutsche Bank est devenue un problème politique, c'est un problème quasiment de défense nationale pour les Allemands. Et vous savez, je trouve que alors ils vont séparer la banque en deux, c'est-à-dire qu'en fait ils vont créer, il y a la Deutsche Bank et puis ils vont créer une Kartoffelbank, donc dans laquelle ils vont transvaser tous leurs engagements notionnels et les prêts toxiques, bien sûr. Voilà, pour que Deutsche Bank se fasse ça. Mais enfin, quand une banque ne vaut plus rien, qu'elle se divise en deux, je vois pas très bien comment elle peut améliorer. Et de toute façon, attention, parce que les responsabilités juridiques de la Deutsche Bank sont colossales. Donc le fait qu'ils passent ça dans ce qu'ils appellent une mauvaise banque, lol, ne change rien, strictement bad bank, ne change rien à leurs engagements juridiques. Et je pense que les Américains, vous le savez bien, n'hésiteront pas une seule seconde à les traîner, ne serait-ce que devant les tribunaux de commerce internationaux et ainsi de suite. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. La Deutsche Bank, n'oubliez pas, je le redis aux spectateurs, la Deutsche Bank était là, il y a encore 10 ans, 12 ans, c'était la banque la plus puissante au monde, une des banques les plus puissantes, une des 3 banques les plus puissantes, la Deutsche Bank. Les autres banquiers, quand ils voyaient arriver un mec de la Deutsche Bank, c'est toujours s'ils ciraient pas leurs chaussures. Vous voyez, un peu comme dans Astérix, le mec avec le balai, là, il balaye devant son chemin, tapis rouge, etc. La Deutsche Bank, aujourd'hui, est morte. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste une agonie, c'est une agonie qui va... Mais est-ce que le cadavre va être racheté ou pas ? Je n'en sais rien. Parce qu'on parlait de la BNP. Personne n'en veut. Non, mais... Personne n'en veut, du coup. Attendez, heureusement que la BNP n'a pas accepté l'idée de la fusion. N'oubliez pas, on en a parlé lors d'une émission précédente. L'idée des Allemands, les Allemands ne veulent pas porter le chapeau des 40 ou 30 trilliards d'engagements nationaux. Donc ils se sont dit, on va fusionner avec Unicredit. Puis ensuite, Unicredit n'a pas donné suite. Commerzbank aussi, non ? Oui, mais Commerzbank est allemande, donc le tout reste en Allemagne, donc ça a vite été abandonné. Ils ont voulu effectivement faire ça avec la BNP, et heureusement les gens de la BNP, bon, parce que là franchement c'est engager le pays en responsabilité pour ces 30 trilliards avec la Deutsche Bank, c'est grotesque. C'est grotesque. Mais il n'empêche, fusion, pas fusion, peu importe, les engagements juridiques de la Deutsche Bank, ce sont des bombes nucléaires, et c'est pas qu'une, c'est plusieurs. Je pense d'ailleurs si une bombe nucléaire venait à exploser, par exemple en Allemagne, je pense qu'elle ne ferait pas autant de dégâts, au sens monétaire du terme, au sens assurance, que l'explosion de la Deutsche Bank si demain elle fermait ses portes. Non, mais c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 50, 100 bombes nucléaires. Parce qu'il y a aussi la Banque nationale allemande. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette affaire ? La Banque nationale allemande est à couteau tiré avec la Banque centrale européenne. Les Allemands ont toujours, vous êtes bien placé à le savoir, on a fait une émission ensemble sur Adolf Hitler, la vengeance de la planche à billets. Moi, j'ai chroniqué, ça fait 10 ans que je chronique, les échanges d'insultes entre la Banque centrale allemande et la Banque centrale européenne, parce que les Allemands ont toujours exigé, ils ont refusé le souvenir de Weimar et Cuisant. Ils ont dit, pas de monnaie de singe. Nous ne voulons pas que la Banque centrale européenne imprime de la fausse monnaie. Et rappelez-vous, Mario Draghi s'y est mis en 2015. Whatever it takes. Voilà. Et ça, les Allemands, les banques centrales européennes n'ont pas du tout aimé. Donc il y a tout un brisbee. C'est un billard à 15 bandes, là. Pardon. Mais en plus, la Banque nationale allemande, la Bundesbank, la banque centrale allemande, a des problèmes avec le fameux Target 2. Parce que les Italiens les Italiens. Voilà. Et donc, il y a quelque chose... Alors, vous faites très bien de le souligner. Parce que, c'est très important, ça. Olivier, vous faites très très bien de le souligner, parce que bon, en Italie, je le rappelle, il y a la Montepaschi, dont l'action en 2007 était, je ne sais plus, 100 ou 120 euros. Aujourd'hui, elle est à, je sais pas, moins d'1 euro. Voilà. La Montepaschi de Sienne est dans le même cas que la Deutsche Bank. Bon, elle n'est pas aussi puissante, elle n'a pas des engagements notionnels aussi importants que là, mais il n'empêche que c'est l'équivalent du, je sais pas, on va dire Société Générale en Italie. Les Italiens, et notamment la Montepaschi, doivent de l'argent, évidemment, toute l'Italie, je crois que c'est 500 milliards ou je ne sais plus combien, aux Allemands. Et aujourd'hui, l'Italie est dans l'incapacité, évidemment, de rembourser toutes leurs dettes aux Allemands, évidemment. C'est le cas également des Espagnols. Les Français, n'en parlons pas. Les Allemands, aujourd'hui, sont morts.
Et la Bundesbank va souffrir aussi. Ils sont morts. Ouais. Les Allemands sont morts à cause de la Deutsche Bank. N'oubliez pas. Alors, pas seulement. N'oubliez pas. Il y a un problème avec la Deutsche Bank. La Deutsche Bank était une unité qui travaillait pour la CIA. Je le montre également dans le livre Blight Masters. C'est-à-dire que vous avez une banque qui s'appelait Bankers Trust aux États-Unis, qui était une banque d'escrocs. Même les Américains appelaient ça la banque des cowboys, c'est pour vous dire. Ah oui, cowboy. La Cowboy Bank. et la Crook Bank. Et c'est une banque qui volait ses clients, qui volait les héritages. Enfin bon, je passe et cette banque était en faillite totale. L'action était passée, je dis, de $80 à 10 cents, d'accord, à 10 centimes. Donc tout le monde aux États-Unis s'apprêtait en fait à enterrer la Bankers Trust. Et qui a racheté à la dernière seconde, je vous le mets dans le mille, littéralement, la Deutsche Bank. La Deutsche Bank. La Deutsche Bank rachète une banque totalement en faillite qui n'avait plus de capitaux, plus d'actifs, plus rien. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Que fait la Deutsche Bank ? Elle nomme à la tête de la Bankers Trust un banquier qui vient d'une banque de Seattle, ou je vous dis ça de mémoire. Et à l'élection de George Bush, qui a fait toute sa carrière à la CIA, je le rappelle, eh bien, il nomme le patron de cette Bankers Trust comme numéro 3 de la CIA, directeur financier de la CIA. Vous n'êtes pas nommé directeur financier de la CIA si vous n'êtes pas dans la maison depuis au moins 30 ans. Voilà. C'est aussi, non c'est que pour des raisons de sécurité, d'enquête, de machin, des trucs. Dieu seul sait si les gens de la CIA sont parano là-dessus. Voilà. Donc c'est la CIA qui a poussé la Deutsche Bank à racheter la Bankers Trust. Donc, et là, ils ont tout refilé aux Allemands. Donc l'Allemagne est morte. Et ce qui explique, c'est là où je voulais en venir, mon cher Olivier, vous le savez bien, au taux négatif. Voilà. Les taux négatifs. Les taux négatifs, alors là je donne les chiffres, les derniers chiffres. C'est énorme. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est énorme. Où est-ce que je les ai mis ? La Coupe du Monde des taux négatifs a commencé. Vous le voyez ? Ah ben c'est peut-être là. Ou alors ça m'a échappé. Voilà, je les ai là. Allez sur quotidien.com, vous allez récupérer le tableau. Alors la Coupe du Monde, tiens. Pourquoi la Coupe du Monde ? Parce que figurez-vous qu'après cette LM, après la Banque Postale, voilà, vous allez voir derrière nous. 0,90. La Crédit Agricole s'y met. Oui. La Coupe du Monde, ça se fait. J'invente rien. Mais regardez bien. Ça, c'est les derniers chiffres. Je vous donne les taux négatifs des bons du Trésor d'État, donc de chaque pays à 2 ans. Sur 2 ans, hein. Pas sur 10 ou 30. Hein. Non, 2 ans. Écoutez bien. Italie, tout est en moins. Hein. Tout est en moins. Donc c'est moins 0,05. Voilà. Japon, moins 0,22. Irlande, moins 0,45. Espagne, moins 0,46. Portugal, moins 0,49. Suède, moins 59. 0,59. Belgique, moins 0,60. Autriche, 66. Finlande, 0,67. France, taux négatif, moins 0,68, pardon. Danemark, 69. Hollande, moins 72. Allemagne, 75. C'est intéressant. Oui. Ils sont plus chers que le Japon ou l'Irlande. Allô. Donc là, on voit bien le risque de la Deutsche Bank qui est pris en compte. La Suisse, moins 0,90. Et devinez, le seul endroit au monde où c'est positif, du moins, je parle de financier, je ne parle pas de la Turquie, États-Unis, qui, lui, rémunère le bon du Trésor sur 2 ans à 1,76%. Voilà. Alors, le résultat tout est fait. Les Américains ont détruit l'Europe avec les taux négatifs pour obliger l'argent des Européens à aller aux États-Unis où il est rémunéré dans les obligations du Trésor américain. Voilà la manipulation. C'est une immense manipulation de la CIA. C'est sublime. Non mais bravo. C'est très fort. Ils sont très forts. Ça conforte le dollar. La dollarisation va se maintenir puisque les taux d'intérêt sont positifs. Et donc, il n'y a qu'aux États-Unis. Et le dollar va continuer son rôle de devise internationale. Tiens, j'ai un autre. Vous savez, j'ai un autre papier. Regardez bien, Olivier. C'est notre ami Jean-Pierre Chevalier que vous appréciez comme moi. Que je salue bien et qui est venu à cette antenne, à ce plateau. Exactement. Il nous dit. Et qui reviendra. Mon cher Pierre Jovanovic, le bon du Trésor. Sur 10 ans de la Suisse est à moins 0,666. Lol. Ah oui, 666, très bien. Moins 0,666. Et la France est à moins 0,13 sur 10 ans. Oui. Sur 10 ans, moins 0,13. Donc, c'est l'effet parking. Tout le monde s'attend, tout le monde sait que Wall Street va exploser à un moment donné. La Deutsche Bank
nous le montre bien. Donc ils parquent. Et c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. Ils préfèrent perdre moins 1, moins 2%, plutôt que de perdre moins 50. Voilà, exactement. C'est aussi simple que ça. Mais attention, il y a une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'ils bloquent l'argent sur 10 ans. Et ben voilà. Voilà. On est d'accord. Et puis, donc ils savent que ça va exploser. Nous, on s'inquiète de ces choses-là, mais il y en a qui s'en réjouissent. Car ceux qui peuvent acheter des actifs à ces prix-là, en s'endettant à ce prix-là, eh ben, on a constaté. Les ultra-riches. Eh ben voilà. On a constaté cette année qu'en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et bien sûr aux États-Unis, les fortunes des très riches ont encore augmenté. Et comment ont-elles augmenté? Écoutez, moi j'invite nos spectateurs à aller sur quotidien.com parce que là il y a 3 papiers en fait. Les riches anglais de plus en plus riches, ils remercient la fausse monnaie et les taux négatifs. Voilà. Les riches français de plus en plus riches remercient les taux négatifs et la fausse monnaie bien sûr. Les riches américains de plus en plus riches, ils remercient la fausse monnaie et les taux négatifs. Alors on va aborder la France bien entendu. Voilà. Mais mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui peut emprunter à 0,9%, voire moins 0,9%. Il signe pour 10, 100 ou 500 millions et il rachète ses actions. Voilà. Basta. Et, voilà. Et donc, grâce à cette formule, monte à la bourse. Et tout le monde dit la bourse va bien. Mais c'est faux, justement, mais c'est faux. Il y a eu plusieurs grands papiers là-dessus. Bien sûr. Oui. Et c'est ce qu'on appelle une bulle. Mais c'est une bulle, c'est une cavalerie. Oui. C'est criminel en plus. C'est purement. C'est ce que fait Apple. Ça fausse le marché. Ça fausse le marché, bien entendu. Alors, grâce à cette formule, justement, nos amis de Bloomberg aux États-Unis ont noté que cela a contribué à agrandir le gouffre qui sépare riches et pauvres en France. Oui. En France. J'ai pas vu ce papier de Bloomberg être repris justement par France 2, BFM-WC, Le Monde, la pourriture qui s'appelle WC News, et ainsi de suite, toutes ces pourritures qui donnent des fausses informations. Enfin, alors, on vous la donne, hein, écoutez bien. Les 14 personnes, les 14 Français qui sont sur la liste des 500 millionnaires de Bloomberg, donc l'index des 500 milliardaires, eh bien, ils ont augmenté, leur richesse a augmenté de 35% depuis le 31 décembre 2018. Voilà. C'est effrayant. C'est incroyable. Ils ont rajouté 14 Français, donc les 14 Français les plus riches, ont rajouté 78 milliards de dollars à leurs actifs, à leur fortune. Là, on est, 6 mois. on 6 est mois mi-juillet. Oui. Voilà, donc en 6 mois. Juste en 6 mois. Voilà le résultat. C'est eux s'enrichissent, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que vous avez toujours dit. La fausse monnaie n'enrichit que les riches et les ultra-riches. Les classes moyennes sont détruites et toutes les classes, en fait, descendent des paliers, c'est-à-dire qu'on change de catégorie. En imaginant qu'il y a un train, qu'il y a un TGV avec cette classe. Voilà. Voilà. Et ben vous êtes en première, vous passez en deuxième. De la deuxième, vous passez à 0. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Tout le monde descend. Sauf les ultra-riches qui, eux, évidemment, montent, puisque c'est eux qui achètent tout. Ouais. Voilà. La question est de savoir... C'est criminel. Alors, ces bulles sont provoquées, évidemment, en Europe par la BCE, qui continue à faire marcher le quantitative easing. Et j'ai posé la question dans un article cette semaine. Madame... Lagarde, va-t-elle continuer à faire des bulles? Oui. Alors, je vous pose la question. Moi, je répondais. Elle va faire du quantitative easing. Ah ben Madame Lagarde, elle adore les taux négatifs, donc formidable. Voilà. Elle a rien compris au film. Hein. Elle va nous je rappelle que c'est une avocate. Hein. Oui, juriste. Elle n'est pas économiste. Pas du tout, c'est une juriste. Donc, elle a dû écouter, c'est formidable, les taux négatifs, blabla. Enfin, est-ce que la sempiternelle chanson de la Fed qu'elle a enregistrée, bien entendu, et donc elle répète ça exactement comme la voix de son maître, Patsy Marconi. C'est ça. Elle va nous faire des bulles. Elle va nous faire des bulles. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, c'est une adepte de 777. Hein. Voilà, elle a fait tout un discours sur. Vous l'aviez cité d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, tiens. Et justement, alors Bloomberg observe, écoutez bien, les gilets jaunes, écoutez bien. Bloomberg observe que les riches chinois, eux, n'ont augmenté leur richesse que de 17%, que les Américains les plus riches n'ont augmenté que de 15% dans la même période. Seuls les riches français ont augmenté leur richesse de 35%. 35%. Alors, c'est colossal. En 6 mois. Pourquoi ces différences de pourcentage?
D'une part, si vous voulez, parce que Macron a voté un certain nombre de lois. Voilà, je l'attendais. Du coup, non mais c'est extraordinaire. Non mais attendez, qu'attendez-vous de la part d'un président de la République qui vient de la banque Rothschild? Vous pouvez me le dire? D'un riche qui dit aux pauvres va t'acheter une chemise? Oui. Hein ou traverser la rue. Tiens, justement, j'espère que le regard de la méduse, voilà, si ça pouvait paralyser tous ces enfoirés de politique, et notamment Macron et compagnie, ça j'aimerais beaucoup. Parce que pour les gilets jaunes, eux, ils crèvent la dalle sur les ronds-points. Parmi ceux qui avaient fait campagne pour M. Macron, il y avait le président de la BNP qui faisait partie d'une association pour l'abolition... De malfaiteurs? Oui, forcément. Association de malfaiteurs. Les raptous, ouais. C'est implicite. Oui, les raptous. Qui faisait campagne pour l'abolition de l'impôt sur la fortune. Et on a vendu ça à la classe moyenne en lui disant « Mais c'est très bien, vous allez voir. » Mais ils possèdent les médias, ils peuvent leur vendre ce qu'ils veulent. On va orienter ça vers l'investissement productif. Résultat, ça n'a pas été un investissement productif de l'économie réelle, c'est allé dans des hedge funds spéculatifs détenus par les mêmes qui avaient organisé les dîners pour M. Macron. Et le résultat, il est là, 35% d'augmentation. Absolument. Les Japonais ont fait aussi, les Japonais, fausse monnaie à fond, la fausse monnaie. Oui. Mais parce que on est là, c'est les pays de la fausse monnaie. Aussi, bien sûr. Faut le préciser. Bien sûr. Donc la Banque Centrale Européenne qui imprime à la vitesse nucléaire, enrichit. Je l'ai toujours dit, je l'ai montré dans le livre Adolf Hitler. C'est le moment de le lire cet été. Non mais sérieusement. Lecture de l'été, excellente lecture. En plus parce qu'on était censuré par YouTube, évidemment. Ouais. Voilà. Dès qu'on parle d'Hitler, ça y est, peu importe ce qu'on dit, de toute façon, on est censuré. C'est le point Godwin. Ouais, voilà. Alors tiens, puisque les riches deviennent encore de plus en plus riches grâce au taux négatif et à la fausse monnaie. Regardez bien, les riches anglais de plus en plus riches, ils ont bénéficié donc de la même vanne, c'est pas une vanne d'ailleurs, la même manne, pardon, que les Français et les Américains, mais que chez eux, juste 5 milliardaires, dont 2 frères, techniquement donc seules 4 familles, on va dire, possèdent 80% des médias anglais. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous parliez du président de la BNP qui faisait partie d'une association de malfaiteurs pour la suppression des impôts, pour les plus riches évidemment, mais ils veulent maintenir les impôts pour les plus pauvres. Alors regardez bien, Richard Desmond, sa fortune est à 2 milliards. Il a le Daily Star, Sunday Star, Daily and Sunday Express. Ensuite, il y a Jonathan Harmsworth. Et donc 4e vicomte de Rothermere. Lui, il a le Daily Mail, de Mail on Sunday et le Métro, le journal. Voilà. Parce que Métro, c'est aussi une banque anglaise. Hein. Oui, j'en ai parlé, elle est en faillite. Voilà. Il y a Sir David Rowad Barclay, et donc c'est les frères Barclay. Hein. Voilà, on va simplifier. Leur fortune est de 6 milliards. Lui, il possède le Télégraphe de notre ami Ambrose Evans Pritchard, qu'on salue, qui va passer ses vacances en France. Et qui donne de bonnes informations financières. Le Spectateur et le Business. Et Rupert Murdoch, donc lui possède le Sun, le Times, Sky, Fox, etc. Voilà, tous ces gens possèdent 80% des médias. C'est extraordinaire. En France, c'est pareil. Il faut changer l'exemple de grammaire. My Taylor is rich. My Murdoch is rich. My Taylor is rich. My Barclays is rich. C'est une nouvelle définition de Bourdieu. Voilà. Les riches achètent les médias pour donner leur message aux pauvres. Voilà, c'est tout. Et ensuite, le journal de Independent, qui est coloqué indépendant, qui est de gauche. C'est la gauche anglaise, là. Il a montré que 1% de la population anglaise possède carrément 24% de toutes les richesses du pays. Voilà. Un tiers, quoi. Bon. Et ça a vachement changé par rapport à il y a 10 ans. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, avec les taux négatifs... riches. Voilà, ça, c'est les riches américains. Parce que c'est la même chose pour les trois. Il ne fallait pas les oublier non plus. Voilà. Alors, les 11 années qui viennent de passer ont également permis aux riches américains de s'enrichir encore plus, évidemment. Il n'y a pas qu'en France que les riches s'enrichissent aux dépens des classes moyennes. CNN, Fortune, Barron's, etc., les grands journaux, Business Week, blablabla, viennent de reprendre l'article montrant que 10% des Américains les plus riches possèdent, alors écoutez bien, ça c'est encore plus spectaculaire, 84% de toutes les actions cotées à Wall Street. Waouh! Alors pourquoi? Parce que la bulle Internet de 2001
Oui. Les a nettoyés, ça a explosé. Oui, oui. Je veux dire bonjour à tous ceux qui ont acheté du France Télécom, hein, avec Monsieur Bon, hein, les nuls de France Télécom qui ont raté le virage Internet, hein, etc. Bah, ils ont été nettoyés, hein, littéralement. Et ensuite, deuxième lame, 2008. Bah, ouais. Donc du coup, moins 60% dans les actions. Bah, qu'ont fait les plus riches, bah, ils ont tout racheté. Voilà. Oui, ils ont tout racheté. Et c'est bien connu, en bourse, il faut acheter à la baisse et vendre à la hausse. Donc ils ont acheté à la baisse. Alors justement, on a la progression. C'est là où c'est intéressant, regardez bien. Alors c'est un universitaire qui a fait ça, hein, c'est Monsieur Wolf, le professeur Wolf, je me souviens plus de son nom là. Alors, en 2001, 10% des plus riches Américains possédaient 77% de toutes les actions déjà. Et ensuite, aujourd'hui, ben, on est passé à 84. Voilà. Ça progresse. C'est quand même incroyable, quoi. C'était pas le cas en 1975. Non, le modèle, non, il était différent. D'ailleurs, moi j'étais jeune, mais je sais pas si vous vous souvenez sur en noir et... Oui, vous aussi. Vous savez le journal de 13 heures de Mourouzi, Yves Mourouzi. Peut-être mettre des images derrière si on pouvait voir ça. Et alors il donnait toujours la parole à Marie-Laure, nous allons rejoindre la bourse. Oui. Vous vous souvenez? Oui, et puis il y avait un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui était en direct du... Oui, bien sûr, comment s'appelle-t-il? Son nom m'échappe. Oui, je vais très bien, oui. En direct du panier, pas du panier, de la corbeille. De la corbeille, oui. En direct de la corbeille, et là, à l'époque, toute la France, tous ceux qui avaient un peu de sous, toute la France achetait, je veux dire, achetait des actions de Air Liquide. Oui, bien sûr. Le capitalisme populaire. On achetait du Bell. Air Liquide. On achetait du Bell. On achetait de l'Air Liquide. On achetait du Métal Europe. Exactement. On achetait des... Mais c'est fini, ça. D'abord, il n'y a plus de corbeille, comme vous le savez. Non, mais attendez, la bourse de Paris n'existe plus. Je rappelle que la bourse de Paris, quand BFM vous dit la bourse de Paris augmente, c'est faux. La bourse de Paris a été transférée à Londres, dans la banlieue de Londres. Elle tient dans une boîte à chaussures. Voilà. Non, mais quand je dis une boîte à chaussures, informatique, hein, voilà, relié par fibre optique, et c'est à Londres. Voilà. Ils peuvent bidonner la bourse de Paris autant qu'ils veulent. Et comme disait le général de Gaulle, on n'a plus rien. La politique de la France ne se fait pas à la Et vous savez qui a vendu la bourse de Paris? Qui a aidé? Jacques Delarosière. Oui. Hein, traître. Alors, nous allons... Jacques Delarosière qui est venu donner, qui a donné une interview d'ailleurs, je ne sais plus si c'est au Figaro ou quel journal, peu importe, en disant oui, là, en ce moment, la situation est très grave. Bien sûr. J'adore tous ces mecs qui arrivent maintenant, parce qu'ils se rendent compte que si vraiment tout saute, la vindicte populaire, tous ces financiers, banquiers, ils auront intérêt à courir très très vite, quoi. Non, mais clairement. Non, mais je suis très sérieux. Oui. Nous allons faire, mon cher Pierre, une pause pour respirer dans ce monde un petit peu étouffant de la finance de marché. Et nous allons... Mais ils étouffent les pauvres, ils étouffent les classes moyennes. Et quand je dis étouffer, je dis étouffant, c'était bien ce que je pensais. Ils les étouffent. Hein, c'est un peu comme dans... je crois que c'est dans Astérix où non, dans Lucky Luke, hein, il le prend comme ça, il retourne le personnage et vous avez toutes les pièces d'or qui tombent des poches. Voilà. Mais c'est ce que font les banquiers aujourd'hui, c'est ce que font les très très riches. Il y a un gouffre, c'est gravissime, c'est gravissime. La situation se détériore à chaque fois. Les gilets jaunes ne sont que le résultat de cette immense escroquerie bancaire que Sarkozy a facilité. Sarkozy devrait être derrière les barreaux. Hein? Au lieu c'est lui qui a, hein, je rappelle, Banque Populaire, BPCE, tout ça, surtout que les Français ne sachent rien de la crise bancaire, etc., alors que ces banques étaient rétamées, littéralement. Bon, Caisse d'épargne, Banque Populaire et compagnie. Enfin bon, bref, il a pris tout l'argent du peuple pour le donner à ses putes de banquiers, pardon. J'ai arrêté. Pause. Alors, chers amis, avec Pierre Jovanovic, nous explorons la galaxie bancaire comme nous le faisons, comme à l'accoutumée,
Mais cette on a fois-ci... déjà enregistré des galaxies qui explosent, hein, Ouais, ou qui ouais, sont absolument. inspirées par un trou noir. Oui, un trou Là, ils noir. vont être inspirés par le trou noir des taux négatifs. C'est ce qui se passe. Belle hein. métaphore. Mais oui, Belle mais c'est- métaphore. mais c'est ce qui Ça se passe fonctionne réellement. comme un trou noir, très bien vu. Et exactement, les taux négatifs sont en train d'appauvrir les banques qui n'ont plus leur business. Expliquez-moi, tiens, je vous remonte cette affiche du Crédit Agricole qui propose 0,9. qui propose exemple pour un prêt personnel de 3 000 euros sur 12 mois. Donc c'est vraiment pour les pauvres, quoi. Hein. C'est vraiment pour les pauvres. 0,9. Voilà, 0 au taux débiteur fixe, 0,81. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner là-dessus, le Crédit Agricole? Rien. 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 Oui, mais- Rien que les pubs, rien que les affiches Oui, lui mais- coûtent plus cher que le taux lui rapporte, quoi. Oui, mais il a une créance. Ouais, Il a une créance. Alors, Il stocke une créance. peut-être qu'avec l'assurance qu'il leur refourgue, peut-être que là, il va gagner un petit peu. C'est le seul endroit. Et encore, les assureurs sont rétamés. Hein, parce qu'ils ont tout institué à Wall Street. Donc, ils sont pas dans J'ai une vu situation chose facile. incroyable. Hein. Sur votre revue de presse, vous signalez que même la Caisse des dépôts Oui. n'a plus de liquidité. Oui. C'est incroyable. Si la Caisse des dépôts est amenée à... Bon, en même temps, ils se sont dit, ouais, on va profiter des taux négatifs. Alors, c'est mais ça. quand même. En Mais quand effet. même. Alors, Mais la quand Caisse même. des dépôts emprunte. Alors, non, mais C'est quand même... Alors, Attendez, je reviens là-dessus. oui. Prenez par exemple une entreprise, je sais pas moi, Airbus, n'importe quoi, enfin une grosse entreprise, qui dit moi j'ai besoin de, je sais pas, 20 millions, 10 millions, etc. Mais la banque, elle gagne rien. Si vous comparez au prêt d'il y a 10 ans, Oui, elle gagne rien, mais elle a mis... il y avait 4%, 5%, Oui, mais 6%. elle a mis 20 millions à l'abri. Oui, mais attendez, là, ils n'ont plus rien. Ils sont sur leurs réserves. Oui. Encore, lol. Oui, alors chacun... Restons sur notre Le réserve. chevalier dit qu'il y a 0 réserve. Oui, alors c'est ce qu'il dit en effet. Oui. Il a c'est raison. Il a raison. C'est une idée qu'il a développée. C'est en effet le problème des réserves fractionnaires. Bon. Il n'y a plus de réserve. Il y a plus Voilà, de... c'est tout. Il y a un autre papier, justement. Il me disait la BNP a prêté 800 milliards aux clients, mais en même temps, si demain les clients venaient à réclamer leur truc, la BNP ne peut plus rendre bien sûr. l'argent aux gens. C'est un bank run, une ruée sur les liquidités. Oui, mais c'est impossible. Alors, Enfin, ils sont dans une situation impossible, c'est simple, clair et net. Il ne nous restera plus qu'à acheter des Il n'y a casseroles. qu'une seule banque, une seule, qui est solide aujourd'hui, c'est, et encore, bon, mais c'est la JP Morgan. Ah tiens, Visa. Non, mais c'est normal. Le cours de l'action toutes les banques ont perdu entre 60 et 80, voire 99% de leur valeur depuis 2008, 2007. La JP Morgan, a multiplié sa valeur par 3. Étrange. Non, c'est pas étrange. Black Master, c'était parfaitement au courant voilà. que les CDS allaient exploser. Donc, j'en ai déjà parlé. Elle a refait regueuler à tous les autres. Pardon. C'est tout. Elle les a redonnés à toutes les autres Et banques. puis, elle a eu un directeur pour l'Europe. Elle appelait la qui Deutsche s'appelait- Bank, j'ai une bonne affaire pour toi. Oui. Tiens, j'ai 10 milliards là, j'ai 10 milliards là, je te les refile, ouais, je suis perdant, hein, mais tu me les prends, l'autre, ouais, c'est formidable, le mec, il avait déjà la bave aux lèvres, il se frottait Ouais, les mains et ouais. tout, voilà, La Fontaine avait fait c'est Pierrette et le pot au lait, je crois, ou... Ah, il y a ça, c'est oui. ça, oui. Oui, c'est ça, Et en voilà, fait. ben, c'est Deutsche Bank. Voilà. Adieu, vos vaches cochons. Adieu, c'est ça, adieu vos vaches cochons à la Deutsche Bank. Comment on dit ça en allemand? Adieu, auf Wiedersehen vos vaches cochons, Kartoffeln. Ah oui, en plus. Bon. Non mais la JP Morgan, l'équipe de Blight Masters les ont roulés dans la farine. Non mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable. L'action de la JP Morgan, le cours, la valeur de l'action de la JP Morgan le montre. Alors, on continue donc l'exploration, malgré le trou noir qui absorbe une partie des banques. J'ai vu donc des choses intéressantes. La rémunération d'un certain nombre de personnages. Alors, je vous signale que dans le genre, les salaires des hauts cadres de la Deutsche Bank, j'y ai fait allusion dans un article publié dans Politique Magazine, qui s'appelle Plutocratie, le règne incontesté des gavés de la Terre. Ouais. Alors, dans le genre gavé de la Terre, il y en a un qui est pas mal, c'est le directeur de la Santander. Ah non mais là moi j'ai vu ça dans Business Bourse, non pas Business Bourse, Hebdo Bourse Plus, je les confonds tout le temps. Oui. 10 millions par mois? En fait, on l'a appris par hasard. Hein, je vous résume le truc. Et en fait, il y a un procès en ce moment
En Espagne, donc? Il y a un procès, voilà. C'est Andrea Orcel, monsieur Andrea Orcel, donc banquier de son État espagnol, réclame 100 millions d'euros à la banque Santander. Pourquoi? Parce que Santander lui avait promis le poste de directeur général et que pour cela, il avait démissionné de la banque UBS. Ah tiens. Voilà. Pour prendre sa nouvelle fonction, donc chez Santander. Mais le conseil d'administration de cette dernière a refusé de valider la promesse de salaire qui lui a été faite. Et donc, du coup, il a démissionné. Cas classique, donc. Mais ce qui est révoltant ici, c'est parce que là, on l'apprend, donc, du coup. Lui, il réclame, si vous voulez, son salaire qu'il n'a pas eu, du coup, chez UBS, et le salaire qu'il aurait dû avoir chez Santander. Et donc, c'est grosso modo 10 millions d'euros par mois. Voilà. Oui. Et tout ça, non mais attendez, ces banquiers, tout cet argent vient des comptes des gens, des millions d'Espagnols. Oui. Et c'est aussi simple que ça. Les millions qu'est payé le patron de la BNP, ces gens-là ne devraient pas être payés plus de je sais pas, on va dire 15 000 euros par mois. Mais c'est grotesque. Je vous signale que c'était le salaire. Dans les années 80, c'était en France, je parle. Oui. Ils ont commencé à... Mais dans les années 75, par exemple, les banquiers étaient payés de cet ordre-là. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un écart aussi colossal entre le guichetier de base et le PDG. Maintenant, l'écart, il est de, je sais pas, 1 million quasiment. C'est du n'importe quoi. C'est astronomique. Mais c'est du vol. Ils volent l'argent des gens sur les comptes. Et après, les mecs, ils s'étonnent. Tiens, on n'a plus de réserve fractionnelle. Tu m'étonnes. En fait, c'est du détournement de fonds. C'est du crime en bande organisée. Ah oui, c'est les raptous. C'est les raptous. Non, mais franchement, c'est ça, quoi. Mais c'est inversé, quoi. Les raptous sont les banquiers aujourd'hui. Alors, dans le genre salaire élevé, c'est bien. Nous avons vu à Santander. Que deviennent les autres banques? Ces derniers temps, les banques françaises ont été quand même un peu secouées aussi. Non, mais attendez. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'en ai parlé ou dans une revue de presse papale. Oui, je bénis. Je bénis les spectateurs de TV Liberté. Vous étiez mitré. Voilà, j'étais mitré, absolument. Et j'explique. D'ailleurs, il faudrait montrer les images, parce que c'est très important. J'ai pensé d'ailleurs à vous. Je me suis dit, quand il va voir ça, il ne va pas le croire. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Gallo, qu'on avait invité ici, rappelez-vous, qui n'a pas eu le courage. Non, voilà, qui n'a pas eu le courage de répondre. Mais M. de Gallo a demandé, sans le dire, à ce que la BNP et la Société Générale fusionnent. Voilà. Oui. Société Générale est dans un état absolument épouvantable. Chevalier l'a montré. Société Générale, Deutsche Bank, même combat. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu le patron. Pardon ? Ils sont au-dessus des chiffres raisonnables d'engagement par rapport j'ai vu l'interview. Aux réserves fractionnaires. J'ai vu l'interview, je ne sais plus si dans le Challenge ou au Figaro, Nouvel Obs, peu importe, d'un responsable de la Société Générale qui, écoutez bien, il dit « Je regrette que notre banque n'ait pas procédé à plus de licenciements » et tout de suite après l'explosion de Wall Street, c'est-à-dire en 2008-2009. Voilà. Ils auraient dû faire exactement la même chose que toutes les banques. Cela dit, cela n'aurait strictement rien changé. Maintenant, la Société Générale, et ça je l'ai eu par un autre lecteur qui nous suit et qui travaille à l'ASG, ils vont fermer toutes les agences, ils vont se désengager des particuliers. Donc si vous avez un compte particulier à l'ASG, vous serez traité comme une sous-BIP. Ils vont se concentrer uniquement sur les comptes professionnels, parce que c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Voilà, c'est là où ils peuvent se servir un max. Voilà où en est la Société Générale aujourd'hui. Elle est dans la mouise. Elle va supprimer des succursales et des guichets. Ah mais ils vont tout fermer, vous verrez. Une banque numérique. Au mois de décembre, alors au mois de décembre 2019, vous allez apprendre au 15 décembre ou au 20 décembre qu'ils vont fermer, je sais pas, 300 agences de plus. Voilà. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas la crise bancaire n'est pas le moyen pour les banques de passer justement à la dimension numérique? Non, c'est une fuite. On va dire, ils se servent de ça comme prétexte, c'est tout. Ils se servent de prétexte, mais en fait, ils savent pertinemment qu'ils sont dans une situation absolument désastreuse. Et puis les Français ne sont pas enclins à passer sur une banque numérique. Vous allez en province, les gens veulent voir leur banquier, parce qu'ils savent quand même que leurs pépettes sont là. Ça rassure les gens de voir une agence en dur. Mais sur votre revue de presse, on voit comment certains conseillers, entre guillemets, en clientèle, traitent les clients. C'est assez effrayant.
Ah bah tiens, justement, on a le cas... Vous racontez comment... On a le cas d'un lecteur, il a voulu acheter de l'or et des bitcoins et de l'Ethereum, et je crois que c'est la caisse d'épargne. Oui, c'est la caisse d'épargne. C'est en ça. effet, oui, c'est la caisse d'épargne. Ils ont quasiment lui ont dit non, monsieur, qu'est-ce que vous faites là avec votre argent, espèce de minable, espèce de moins que rien, de sans chemise, de sans culotte, de sans dents. Tu oses acheter de l'or et des bitcoins, mais non, on te l'interdit. Ils ont interdit d'acheter de. Non mais. Oui, mais à côté de ça. Mais bientôt ils vont forcer les gens, ils vont passer un accord avec Renault, et quand ils voient que les clients veulent acheter une Citroën ou autre chose, ou une Audi, ils vont dire non monsieur, franchement, vous voulez acheter une non, nous on a un accord avec les machins, non, voilà. Attends, mais vous vous rendez compte un peu ? C'est toutes nos libertés bancaires sont en train de disparaître les unes après les autres. Vous publiez un certain nombre de dialogues entre le conseiller en clientèle et le client. C'est hallucinant. Oui, c'est totalement hallucinant. C'est inquisitorial au possible. Et c'est pour faire peur. C'est pour que la peur, pour qu'ils montrent bien. Alors que ces mêmes banquiers, eux, font de la lessiveuse avec leur filiale au Luxembourg. La Société Générale a une filiale au Luxembourg. C'est une lessiveuse. Il faut quand même le rappeler. Oui, bien sûr. Toute l'industrie bancaire suisse et luxembourgeoise n'est qu'une immense lessiveuse. Mais vous, on vous emmerde parce que vous voulez retirer 2 000 € en liquide. Non, mais c'est grotesque, quoi. C'est vraiment grotesque. Ces banquiers sont des bips. Et alors... le Crédit Mutuel, c'est pas mal non plus, parce qu'il s'est transformé en dénonciateur. Vous citez aussi dans votre revue de presse l'histoire de la plateforme Litchi. Oui. La plateforme qui avait abrité la cagnotte pour le boxeur, dont l'exploit avait été filmé. C'est honteux. Eh bien, l'argent a été saisi, pour le plus grand bonheur du Crédit Mutuel, comme vous le dites, et... une capture de tweet vous a été envoyée qui résume bien la situation. Je cite. Litchi appartient au Crédit Mutuel. Voilà. Crédit Mutuel est dirigé par Jean-Pierre Denis. Crédit Mutuel, CIC, même combat. C'est la même banque, il y a juste deux. C'est comme deux lessives. La même lessive, l'un qu'on met skip et l'autre qu'on met dash. Voilà. Donc ce monsieur Jean-Pierre Denis dirige le Crédit Mutuel. Son épouse Marie-Laure est nommée présidente de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Et Litchi fournit ces données à la justice aux ordres de Macron. C'est abusé, quoi. Et la CNIL... Valide. Voilà. Les banquiers ont tout acheté, y compris la CNIL. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est effrayant. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'information. C'est normal, à l'ère de la fausse monnaie, où tout est faux. C'est l'ère de la fausse monnaie. Oui, mais c'est... La fausse monnaie a entraîné les fausses news. Oui, et c'est eux qui nous les donnent, les fausses news. C'est un cancer. C'est le véritable cancer, oui. Il y a des métastases qui se répandent dans la société et qui obligent à mentir par rapport à un déni de réalité. Un jour, dans une émission, vous avez évoqué l'Union soviétique, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire, à un moment donné, quand ils voient que plus rien ne va, ils commencent à contrôler l'information. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique. C'est marrant parce que c'était pas le cas tout de suite. Non. C'est dans les années 60-70 que vraiment la censure était... À partir des années 80, enfin, à 70, partir de la perestroïka, les Soviétiques se sont aperçus que les trains pouvaient dérailler, que les sous-marins nucléaires pouvaient exploser au fond des mers, que les avions tombaient, Et alors, du coup, ils se sont mis à douter de leurs dirigeants, puisqu'ils découvraient que le réel était autre que celui qu'ils lui dépeignaient. Mais nous faisons le mouvement inverse, nous. Nos libertés ne cessent de se restreindre, et pas seulement dans le domaine bancaire et financier. Vous avez une nouvelle loi qui va contre 10 siècles de civilisation. Ça s'appelle la loi contre la haine sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de fou. Oui, non, mais ce qui est pervers là-dedans, si vous voulez, c'est que, justement, vous pouvez payer, par exemple, c'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait des entités israéliennes aussi, notamment avec des faux commentaires, vous savez, qui sont destinés à faire interdire votre chaîne. Bien sûr, vous voyez la perversité. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est monstrueux. Alors, mais de toute façon, ils ne pourront pas... ils ne peuvent que retarder l'explosion du truc. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils veulent, c'est-à-dire contrôler l'information. Je suis le journaliste le plus censuré en France, et le seul. Voilà.
Beaucoup de lecteurs me disent parce que je fais mon boulot. Eh ben, ça vous... D'ailleurs, vous avez vu, vous oui. avez remarqué ce tweet d'un... Comment il s'appelle? Monsieur Adrien. Oui, Voilà. ce n'est pas comme ces fameux journalistes américains dont vous publiez d'ailleurs une information sur le fait qu'ils seraient 400 journalistes... contrôlés par la CIA. Oui, ils travaillent pour la CIA. C'est le cas du mec là sur CNN, celui qui a des cheveux blancs là. Je me souviens plus comment il s'appelle, Cooper, Oui. Anderson Cooper ou je sais plus. En tout cas, ce monsieur a été interpellé. Non, c'est pas lui. C'est enfin la presse en général. Non, mais a été durement interpellé par. Il a été interpellé Trump. à plusieurs reprises. Par Trump. Non, mais il n'y a pas que lui. Et ensuite, je rappelle ce journaliste, alors je me souviens plus, allemand, Die Welt, qui a écrit un livre sur le sujet en disant que la CIA contrôle la totalité des journalistes politiques et surtout de politique internationale allemands. Et le mec, on l'a retrouvé mort 6 mois plus tard ou un an plus tard. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. C'est fâcheux. Mais c'est peut-être... C'est dangereux d'écrire des livres. Oui. Voilà, je vous rappelle, donc, chers lecteurs, voilà, profitez de nos revues de presse tant que je suis vivant. Voilà, parce que, tant que nous sommes vivants. Tant que nous sommes vivants, parce qu'un jour, là, manifestement, on commence à énerver. Mais vous savez que c'est la présidence... Hollande m'avait fait sauter ma chaîne, mon Facebook pendant 3 ans. Bien sûr. Parce que je balançais la liste des licenciements. Voilà. Juste avant chaque élection. Bah oui. Et d'ailleurs, vous la publiez. Là, la liste des licenciements, ils ne peuvent pas la bidonner. Bah non. Et alors, justement... Donc on empêche Jovanovic de balancer la liste de licenciements. Je la prends sur... Et voici la liste des licenciements, chers téléspectateurs, que notre ami Pierre Jovanovic... C'est sur la colonne de droite, sur quotidien.com. Voilà. Alors, c'est juste un petit... je ne compte pas les feuillets, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est un amusant plan. Ça rejoint une prochaine émission dans laquelle nous allons parler de la crise économique doublée de la révolution de l'intelligence artificielle qui va nous créer des chômeurs en masse qu'on ne pourra pas embaucher. Non mais regardez, ça c'était juste, puisqu'on parle des licenciements, c'était du 2 au 4 juillet, voilà, c'était le lundi 2. Oui. Voilà. Alors, juste une semaine. C'est juste une semaine. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, c'est le mois de juin. Oui, la dernière semaine de juin. Oui. Voilà, j'ai fait ça dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, lundi, on était le 2 juillet. Donc, c'est la dernière semaine de juin, en fait. Voilà. Okay, alors, écoutez bien. Deutsche Bank, 20 000 banquiers. Bon, ils ont abaissé un peu. Ils ont mis à 18 000. D'accord. En Allemagne, toujours, Loewe TV, le fabricant de téléviseurs. BIM, 200 salariés, direct, c'est Deutschland d'emploi. Ensuite, BASF. BASF, la chimie. Allemand. Oui. Parce qu'on nous explique que tout va bien en Allemagne. Oui. Ah ouais, formidable, tout va bien. BASF, Loewe, Deutsche Bank, rien que ça. 6 000 personnes. 6 000. Ford Allemagne, encore Ford. En Allemagne. 12 000 chez Ford. 12 000. Attends. Il y a un problème. Un grave problème. Parce que, moi, je rappelle... Conforama, 1900 salariés, ils vont virer. Alors Conforama, 32 magasins qui vont fermer. En France. Et pour des erreurs qui ont été commises à l'étranger par le groupe, c'est les salariés français qui vont payer. Oui, mais à la limite, les magasins, si vous voulez, sont indépendants, donc ils peuvent dégager, mais ils dégagent rien du tout, c'est fini. Je veux dire, la crise a nettoyé les gens, ils ne peuvent plus acheter comme avant. J'ai un ami qui me disait qu'il a été, je ne sais plus là, à côté de Disneyland, là. Vous savez, un espèce de grand centre commercial de marque. Oui. Il n'y a personne. Des habitudes, il n'y a personne. Je vais vous donner un autre exemple. Il n'y a personne dans les travaux. 40 000 personnes en une semaine. Ouais. Je vais donner un autre exemple, qui est très significatif parce qu'il touche l'alimentation. Je le tiens d'hier, c'est-à-dire du 8 juillet. Une entreprise que je ne citerai pas, qui est une entreprise agroalimentaire, a retardé de... si, t'es là. Plusieurs... c'est LDC. C'est les fameux poulets de louer. Oui. Elle a retardé de plusieurs semaines l'échéance de ramassage des poulets en question, l'échéance d'abattage et les temps pendant lesquels les poulaillers doivent rester vides. Pourquoi? Alors j'interroge l'intéressé qui me dit « les gens n'achètent peu ». Voilà, tout simplement. Ils n'achètent plus. Ils n'achètent plus parce que on avait une clientèle moyenne de retraités
Oui. Et ils nous disent tous, la CSG. La CSG, voilà, terminé. La CSG, en plus, là, depuis le mois de janvier, la perception de l'impôt directement sur le salaire, voilà. Bah, tout le monde a vu 20 pour moins 20, le chiffre d'affaires moins 20, grosso modo. Exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le gouvernement est aux abois. Merci Macron. Et chaque Français est littéralement décimé d'un côté par la banque, qui lui vole tout ce qu'il peut lui voler sous commission d'intervention, de ceci, de cela, d'abonnement et je ne sais quoi, et de l'autre par l'État qui le matraque. Voilà. Et en fait, l'État le matraque parce qu'il avait sauvé les banques en premier lieu en 2008-2009. Voilà. Ce sont les deux plus grands criminels. Sarkozy aurait dû punir les banques. Il aurait dû les mettre en tôle, littéralement, notamment le PDG du Crédit Agricole et de la Société Générale. Mais tous en prison, juste pour faire l'exemple. Moi, je rappelle quand même que Lehman Brothers est tombé parce que la Fed a décidé de faire un exemple. Oui. Hein le mec, ils l'ont dit. Ah si. Oui, mais il y avait autre chose. Non, mais Pierre, bien sûr. Mais il y avait Goldman Sachs qui, comme vous le savez, avait deux de ses banquiers qui ont été secrétaires d'État au Trésor on est et qui voulaient la peau de Lehman Brothers, qui était l'adversaire traditionnel de Goldman Sachs. On est d'accord. Mais c'est ça. Non mais attendez, on est d'accord. Mais prendre la décision de faire sauter Lehman Brothers, excusez-moi, on va au-delà des rivalités, vu les conséquences phénoménales internationales que ça a lieu. C'est pas ça. Là, ils les ont vraiment punis. C'est-à-dire qu'ils ont saisi l'occasion. Parce que Lehman Brothers, ils ont bidonné leur compte, je le rappelle. Et grâce à l'aide de qui? JP Morgan. Voilà. Que faisaient Lehman Brothers? C'est très simple. Il devait publier son bilan, on va dire, au 31 décembre, d'accord? Donc, il empruntait à la JP Morgan Londres. Donc, ils avaient besoin de 15 milliards. Donc, Londres lui envoyait 15 milliards. Les commissaires aux comptes disaient, voilà, les 15 milliards sont bien là dans les comptes. Et le 2 janvier, Lehman Brothers faisait un virement et retournait les 15 milliards à JP Morgan qui prenait sa commission au passage. Et comme cette cavalerie durait depuis 2-3 ans, ça a explosé en plein vol. Mais je vous rassure, toutes les banques font la même chose aujourd'hui. Je rappelle que il n'y a pas un KPMG, etc. Les autres, en fait, ils sont condamnés pour avoir truandé les... Oui, KPMG d'ailleurs, ça pose un énorme problème. Mais c'est très grave. Un dossier qui est évoqué dans ce livre. Mais il n'y a pas que KPMG, Arthur Andersen, je vous rappelle. C'est fini. Dans l'affaire Enron. C'est fini. Enron, c'était dans l'affaire Enron. Oui. Voilà. Fini. Commissaire en compte, vous lui faites un gros chèque, voilà, et puis il vous signe ce que vous voulez. Mais comment est-ce qu'on pourrait... Tiens, signe mes fesses. Ouais. Non, mais c'est dingue. C'est complètement fou. Vous savez, vous avez évoqué la partie la plus charnue de l'individu humain, mais vous savez que c'est souvent dans la caricature du banquier ce qui prévaut. Au 19e siècle, on voit le banquier... Oui, avec l'autre forme. Voilà, mais assis sur un tas cette d'or. Partie-là... sur un tas d'or. Voilà, qui est conséquente. Puisqu'on parle d'or... Parlons d'or. Parlons d'or. Mais tout le monde sait bien que Pierre Jovanovic parle d'or. C'est gentil, c'est joli. Non, mais je salue ça s'appelle Hebdo Bourse Plus. Alors j'ai toujours eu du mal à m'y faire au nom parce que bref, Hebdo Bourse Plus a fait sa une, or le retour de la relique barbare. Alors, je sais que vous adorez la relique barbare. Non, j'adore pas, moi, j'adore pas. Keynes. C'est une citation non, mais c'est la situation qui est géniale. Oui, c'était une belle métaphore. Oui, parce que la relique barbare fait appel aux reliques du Christ. Bien sûr. Voilà, c'est par définition le truc. Mais aussi aux reliquaires du Moyen-Âge. Oui, tout à fait. On pense à, par exemple, Sainte-Foy de Conques, à la Vierge de Sainte-Foy de Conques, qui est toute incrustée d'or et de... Bon. Mais la relique barbare, mais il y avait une autre phrase aussi, que j'évoquais dans une précédente émission. C'est Raymond Aron qui disait, oui, les talons or, il était assez hostile à les talons or. Il disait, les talons or, c'est comme la lampe à huile ou la marine à voile. Oui, c'est du passé. Pour lui, c'était du passé. Eh ben, c'est pas du passé. Non, c'est pas la preuve. Justement, la une de la relique. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, il y a un autre article, je pense que vous l'avez vu, c'est Ambrose Evans Pritchard. Oui, j'ai vu. Excellent, Ambrose. Parce que c'est pas non plus. Il est comme Raymond Aron, Ambrose Evans Pritchard. Il n'est pas du tout pour. Enfin, c'est pas un partisan de l'or par décision. Oui, mais là, il est obligé de reconnaître que. Non, mais en plus avec son humour anglais. Alors, tout à fait. Vraiment, allez sur quotidien.com le lire, mais on va vous le donner. Et il dit. Vous l'avez là? Je dois l'avoir. Mais
Et justement, c'est pour cela que j'ai mis, vous voyez, c'était une chemise en or. Voilà. Voilà, donc c'est... Avec la tête de Méduse. Avec la Méduse, absolument. Parce que la Pologne a acheté pour 100 tonnes d'or. Ouais. Et la Hongrie en a également acheté. Et les deux ont décidé de rapatrier leur or. Ils n'ont plus du tout confiance à la Bank of England, qui a gardé par devers elle l'or du Venezuela. Ouais. Donc là, la confiance est rompue. Exact. Attention, la confiance est rompue au niveau international. Plus personne n'a confiance à la Bank of... Il suffit que les Américains disent à la Bank of England, tiens, lui, tu lui gardes son or, tu lui rends pas. Là, du coup, tout le monde se dit, bon, là, il y a un sacré problème. Voilà. On ramène tout chez nous avant que ça dégénère avec Trump ou quelqu'un d'autre. Exactement. Parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs que Londres est le principal marché de l'or. C'est la cotation de l'or est à Londres. Historiquement. Parce que Rothschild, la banque Rothschild, historiquement, fabriquait... N'oubliez jamais, les lingots Rothschild. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous savez qu'un lingot Rothschild cote 10% de plus qu'un lingot normal, standard. Mais il y a aussi une nouveauté. Il y a une superstition phénoménale. Vous savez que les superstitions anglaises sont géniales. Mais il y a une chose nouvelle aussi, c'est que les Chinois et les Russes les Indiens. ont fait une plateforme ensemble, commune, pour acheter de l'or ensemble. En commun, et se répartir les stocks. Comme ils continuent toujours à bidonner le cours de l'or. Ben voilà. Donc du coup, Merrill Lynch a été condamné. Mais c'est toujours des lampistes. Ben évidemment. Attends, le patron de la banque n'a pas été condamné. Non, bien sûr. Blight n'a pas été condamné. Non. Enfin bon, elle a préféré prendre la poudre d'escampette. C'est drôle. Non mais c'est drôle. C'est complètement fou quand même. Non mais c'est vrai que Non mais vous savez, c'est Jean Valjean. Il vole un pain, il fait 10 ans de bagne. Bon, et puis là, on a vu des jugements. Un type qui vole, qui vole à l'étal, il prend... Il vole 5 euros, le mec se prend 6 mois de prison. Vous avez la banquière à Tahiti, et elle vend pour 220 000 euros. 220 000 euros. 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis. Voilà. Bon, alors, évidemment, interdiction d'exercer le métier. Bon, c'est la moindre des choses. Bon, elle change de pays, c'est bon. Elle va en Suisse ou au Luxembourg, c'est bon, ça marche. Le Luxembourg, ça doit le faire. Alors, on s'inquiète pour monsieur en Suisse, tiens, puisque vous parlez de malfaiteurs, en Suisse, vous avez une société qui louait des coffres-forts privés. Et en fait, le gérant de cette société gardait une troisième clé. Bah oui. Et donc, tous les Français qui venaient, qui ouvraient des coffres, etc., en fait, ils se servaient dedans. Ah voilà. Oui. Petit prélèvement. Alors, je dis, attendez, vous le mettez dans tant que l'or n'est pas avec vous, il n'est pas dans le jardin de vos parents, là, machin, etc. Il n'est pas à vous, voilà. Le jour où il y a un crack, tout le monde va aller en même temps dans le truc et vous ne pourrez pas y aller. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé à Chypre. Oui. Je le rappelle, retrouvez mes reportages à Chypre et en Grèce. Vous avez tout l'historique. Tiens, c'est marrant, on dirait des explosions phénoménales. On a l'impression que la guerre financière a commencé. Elle a commencé. Alors, mon cher Pierre, nous arrivons à la fin de cet entretien. dont je vous remercie. Juste comme à avant de... Oui. Petite pour la route, petite information pour la route. Ouais, deux trucs, parce qu'on parle de fausse monnaie. Ouais. Ça c'est vraiment drôle. Il y a un jeune homme... Ah oui, il a mis des billets de Monopoly dans... Oui, parce que maintenant, vous pouvez plus, comme ils ont supprimé tout le personnel, vous pouvez même plus déposer un chèque, il faut le passer par l'automate, etc. Alors, il a mis des billets de Monopoly avec un relevé, il a mis 600 € ou 900 €, je ne sais plus. Et ce sont des enveloppes que l'on colle. Voilà. Alors il y a un code pour ouvrir une boîte aux lettres spéciale dans la banque et vous pouvez inscrire ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Et lui, évidemment, il a inscrit 600 € et c'était des billets de Monopoly, c'est ça? Oui, et en fait, il a mis des billets de Monopoly, mais son compte a été crédité. Alors en fait, et ça vous montre le problème qu'ont les banques aujourd'hui à force de licencier du monde. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage de 15 jours, 3 semaines entre le moment où votre dépôt est compté, véritablement par les gens de la Brinks ou je ne sais pas qui. Ça se trouve, ils envoient ça au Maroc parce qu'ils en sont capables. Hein. La Société Générale est en train de déménager toute son informatique en Inde. Hein. Non, mais c'est très grave ce qui va se passer à la Société Générale. Vous avez déjà discuté avec un Indien au téléphone? Bombay. Non, mais avec un Indien qui parle anglais. Yes, I know very much. Au téléphone en plus. Bonjour. Very easy to understand. Very hard. Very hard. Bref, donc son compte a été crédité. Donc on voit bien, le mec, il aurait mis, je sais pas moi, 200 000 €, il partait avec, quoi, tranquille. Il mettait...
Et il partait, oui, c'est ça, il faisait un retrait ensuite ou un virement, et puis voilà. Allez, dernière pour la route. Non, juste deux. La fausse monnaie américaine continue à acheter toutes nos entreprises. Donc Alstom, là, ils sont en train de racheter la Côte-Air. La TECOR. La TECOR, pardon. Donc il y a Apollo, il y a Searchlight. Apollo, je rappelle, c'est un hedge fund de la CIA. Hein. Donc Apollo était déjà dedans. Voilà. Ouais. Donc toutes nos entreprises partent aux États-Unis. Et enfin le dernier, alors ça j'ai beaucoup aimé, c'est Erdogan qui a viré le gouverneur de sa banque centrale. Ouais, j'ai vu ça, oui, en effet. Comme un serveur. C'était des gens genre partez monsieur. Il est remplacé par son adjoint quand même. Non, ça c'est autre chose. Ah, oui. Non, là c'est le gouverneur de la banque centrale. Là c'est le ministre des Finances, je sais plus. Ah d'accord. Voilà, parce que malheureusement, il n'arrive plus. La CIA continue à massacrer, la JP Morgan continue à massacrer la livre turque, véritablement parce qu'il a acheté les missiles S-400. Voilà. Ouais. Voilà comment les États-Unis et une banque font chanter un pays. Vous retrouvez mon reportage sur la Turquie. Voilà. Reportage sur la Turquie. Alors, il faut dire que les SS en question, ce sont des missiles russes. Exactement. Voilà. Et alors, dernière info, suivez bien ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et surtout, suivez le programme d'enrichissement d'uranium iranien, c'est très important. Oui, ça a des conséquences sur l'or. Parce que ça a des conséquences phénoménales sur l'or qui va continuer à monter. Et puis le pétrole. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, vous êtes témoin, ça fait maintenant 3-4 ans que l'or, voilà. C'est la maison, le jardin, le puits, etc. Et ensuite, si vous voulez pas vous embêter avec des locations de maisons, etc., enfin bon, tout le syndic, etc., le lingot d'or, les pièces d'argent. Voilà. Et tous ceux qui nous ont écoutés, ben là, ils se frottent les mains, figurez-vous. Merci Pierre, merci. Merci à vous. Pour toutes ces informations et chers téléspectateurs. Et donc, bonnes vacances. Et n'oubliez pas que les vacances sont très très dangereuses pour les banques parce que tous les gens qui ont mis ils ont mis des milliards, on va dire, de côté. Hein, voilà, des millions de clients ont mis voilà, donc ça, c'est des trilliards en fait. Oui, voilà. Et au moment entre juillet et août, c'est les grands croisements, c'est-à-dire que les Français vont aller en Espagne ou dans des pays pas chers. Et donc tout cet argent-là, d'un coup, sur l'espace de 2 mois, s'en va. Voilà. Et donc, c'est très, très grave pour les banques qui se retrouvent dans une situation extrêmement fragile à ce moment-là. Merci Pierre, merci chers téléspectateurs. Et merci à vous. À très bientôt. Bonnes vacances.